Cette année, 6 films ont été nominés aux Oscars 2025 des meilleurs effets spéciaux numériques. Est-ce que la sélection elle est vraiment bonne? Est-ce qu'il y en a d'autres qui le méritaient? Je crois qu'il est temps qu'on fasse un petit bilan de l'année passée et même qu'on fasse nos propres pronostics pour les Oscars 2025. En tout ça, j'aimerais rappeler ce qui pour moi caractérise un film qui mérite de gagner l'Oscar des meilleurs effets visuels. C'est pas un film qui uniquement a une belle 3D, des beaux CGI ou fait quelque chose de visuellement impressionnant. C'est plutôt un film qui a une vision, qui prend un mélange de décisions créatives et techniques qui permet de rendre l'image parlante et de vous faire ressentir des émotions. C'est surtout une bonne réalisation, une bonne mise en scène pour mettre ses effets en valeur et que les effets servent l'histoire et non pas l'opposé, comme ça arrive très souvent. Alors les nominés de cette année sont Alien Romulus, Better Man, Dune partie 2, Wicked, La planète des singes, Le nouveau royaume. Bon déjà il n'y a pas vraiment de surprise dans cette liste, on reste dans les gros budgets de l'année avec les campagnes marketing les plus agressives. Personnellement je trouve que c'est dommage parce qu'il manque quelques pépites qui sont sorties cette année, parfois avec des budgets un peu plus modestes, mais qui ont réussi à nous faire rêver. Alors avant qu'on parle des nominés et qu'on fasse nos prédictions, j'aimerais qu'on parle de ces films qui sont sortis en 2024 qui auraient peut-être aussi mérité d'être dans la liste des Oscars. Short stack. It's all up to you. No pressure. Hook and dagger! Hope this works. Blue et compagnie, If en anglais. Sorti en mai 2024 sous la direction de John Krasinski, Blue et compagnie est un film familial explorant l'univers des amis imaginaires dans un monde réel. Le travail réalisé par Framestore pour la création de ces 40 amis imaginaires est vraiment ultra bluffante. Tout d'abord parce qu'il garde un aspect hyper réaliste tout en gardant des designs assez cartoon, et tout ça en s'inspirant de grandes références comme Betty Boop et de plein d'autres icônes de la pop culture de notre enfance. Sachant qu'ils ont bien donné un design et un caractère à chacun, moi ça m'a un peu fait penser au travail fait sur Roger Rabbit. Même si Roger Rabbit est... Et en plus de tout ça, l'intégration dans les plans réels, le compositing est extrêmement convaincant. D'ailleurs, petite dédicace à l'acteur qui jouait le monstre, un tout petit peu creepy, mais sympa. Et puis, petit coup de projecteur sur cette scène qui dure environ 6 minutes, où le monde imaginaire se transforme avec les idées de la petite fille. Il y a des idées hyper chouettes dedans, en plus de la chorégraphie, qui a dû être très compliqué à mettre en place. Franchement, tout ça pour un budget de 110 millions de dollars, je trouve que c'est ultra bien dépensé, et pour ses effets visuels, il aurait pu être nominé aux Oscars, même si le film n'est pas parfait. Mais en tout cas, les effets spéciaux, cette fois-ci, ils servent vraiment le récit. Si je renonce à me faire justice, je renonce à la seule force qui me tient en vie. Ok, c'est français, donc ça a aucune chance d'être nominé. Mais je voulais quand même en parler parce que ce blockbuster à la française, c'était une vraie réussite visuelle cette année. Et tout ça grâce au studio Buff qui a la particularité de travailler spécialement avec des logiciels développés maison. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, c'est la petite anecdote. En tout cas, les effets spéciaux, ils ont vraiment rien à envier à un film hollywoodien, malgré le budget qui est quand même vraiment moins élevé. On est autour des 60 millions de dollars. Petite dédicace à cette ouverture qui se passe en mer, particulièrement impressionnante pour un film français. Alors le film n'a peut-être pas des effets assez innovant pour porter un Oscar, mais il mérite largement, en tout cas, qu'on en parle dans cette vidéo. Et alors, dans les films français, il y a The Substance aussi, je sais qu'il y a des effets visuels absolument incroyables, mais malheureusement, je ne l'ai pas encore vu parce que moi, les films un petit peu gore... Au revoir. Je sais qu'il aurait été sûrement dans cette liste. Let's fucking go. Bon, vraiment, je suis content qu'il n'y ait pas de film Marvel ou Disney qui soit sur la liste des Oscars cette année dans la catégorie effets spéciaux. Quoique, Alien, c'est la Fox maintenant c'est Disney. Il faut reconnaître que dans Deadpool 3, quand même des séquences qui sont visuellement impressionnantes. On peut parler du générique d'ouverture qui a été entièrement chorégraphié en 3D bien avant le tournage. Et puis cet effet dont on a beaucoup parlé sur les réseaux, qui est proche du surréalisme. Pour réaliser cela, ils ont scanné le visage de l'acteur, puis les bras et les mains de l'actrice, pour en faire ensuite des modèles 3D. Ils ont ensuite développé pendant 6 mois le setup qui permet de faire cette déformation dans le visage. Il y a plein de petits détails sympas comme les yeux qui sortent de leurs orbites, c'est super impressionnant, le visage hyper réaliste qui se transforme, l'intégration, tout ça avec juste aucun moyen de le cacher. On est proche de la caméra, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de contraste, donc chapeau quand même, faut le souligner, très très beau travail. This was our home. We lived here. Here. Bon, pour moi, c'est le gros oublié des Oscars 2025.
Car les Oscars, ça devrait être aussi un endroit où on peut récompenser les prises de risques et les gens qui essayent d'innover. Et Here de Robert Zemeckis, c'est exactement ce qui se passe. Avec son petit budget de 45 à 50 millions de dollars, c'était impossible d'avoir autant d'effets spéciaux dans le film et surtout d'avoir tous ces acteurs qu'il fallait rajeunir et vieillir aux différentes époques. C'est pourquoi ils ont fait appel à la société Métaphysique AI, qui leur a permis, grâce à l'intelligence artificielle, de faire ça à moindre coût. Et franchement, la majorité du temps, c'est ultra crédible. En plus du concept du film qui est top, et franchement, le film, on y passe un bon moment. En tout cas, j'en ai déjà fait une vidéo et je vous mets le lien juste ici. Et personnellement, je trouve ça vraiment triste qu'il n'a pas été nominé aux Oscars. Le film, il méritait vraiment plus de visibilité et de succès. Et d'ailleurs, pour ceux qui auraient déjà regardé ma vidéo, il y a une scène coupée qui est sortie où on voit la fin de la maison. Genre la fin du monde, le moment où la maison elle se détruit. Et c'est si triste que ça a été coupé parce que c'est très stylé. Alors ça, c'est le flop le plus injuste de l'année 2024. Et le film est génial, et en plus de se taper un bide monumental, il a eu la réputation d'être un film où les CGI étaient pas de bonne qualité. Et tout ça finalement, c'est juste parce qu'il souffre de comparaison avec le Mad Max Fury Road, qui lui-même a eu la réputation d'être un film avec très peu d'effets visuels. Alors on va rétablir la vérité ici, Mad Max Fury Road a énormément d'effets visuels numériques qui se mélangent juste très bien avec ses effets pratiques. Alors je veux bien que la réputation elle soit solide, mais une tempête de sable comme ça, on n'en croise pas tous les 4 matins quand même. Mais si Furiosa il en a souffert, c'est aussi parce que la première bande-annonce a eu l'erreur de sortir avec des effets spéciaux non finalisés. Et puis, Furiosa souffre d'une direction artistique qui est un petit peu différente de celle de Mad Max Fury Road, et qui est effectivement un peu plus shiny, un peu plus saturée, un peu moins sale, et ça a pas plu à tout le monde. N'empêche que si on regarde un petit peu la qualité des effets spéciaux, c'est vraiment impressionnant. Il y a des scènes absolument folles, la scène avec le camion. Je pense que c'est un de mes films préférés de 2024, mais il méritait qu'on en parle, c'est très dommage. Pauvre créature, c'est un film qui utilise les effets spéciaux numériques d'une manière assez différente des autres films nominés cette année. En effet, Yorgos Lanthimos, le réalisateur, il les utilise à des fins créatives et il cherche pas forcément l'hyperréalisme. Il cherche à créer son propre esthétisme, en représentant des paysages oniriques et des visions déformées de certaines villes connues comme Paris ou Lisbonne. Et tout ça en travaillant avec les effets pratiques et numériques, notamment grâce à de nombreuses maquettes, parfois filmées sur fond vert ou même sur des écrans LED, augmentées ensuite avec des CGI. Quand on voit tout ce qu'on peut faire avec les effets spéciaux numériques, je trouve ça dommage qu'on se bride toujours à de l'hyperréalisme. Pauvre créature, pour moi, il méritait d'être nominé aux Oscars pour la vision qu'il en a eue. Donc voilà. What? Well, you're American, okay? Okay. What kind of American are you? God bless America. Civil War, c'est un de mes films préférés de l'année 2024. Car malgré ses allures de blockbuster hollywoodien, c'est quand même un ovni dans la production américaine. En effet, c'est la première incursion d'A24 dans le monde des blockbusters, avec un budget d'uniquement 50 millions de dollars. Et le budget il est si bien utilisé qu'on est totalement plongé dans cette Amérique en pleine guerre civile. Qui d'ailleurs est un peu prémonitoire en ce moment. Si vous voulez voir ce qui va se passer dans quelques années, regardez-le. En tout cas, on se laisse totalement embarquer dans cette aventure, et les effets spéciaux ils servent parfaitement la mise en scène de Alex Garland, qui alterne entre moments intimistes proches des personnages et séquences de tension spectaculaires. J'étais tellement dans le film que je me suis pas du tout rendu compte de la dose d'effets spéciaux qui avait été utilisée dans le film, surtout à la fin. L'immersion elle a été aussi appuyée grâce aux caméras qui ont été utilisées et qui sont ultra portatives et très stabilisées et qui ont servi à faire des plans proches de l'action. Et le petit plus de ce film, c'est son breakdown, l'avant-après effets spéciaux, qui a été réalisé par le studio Framestore. Il vous permet de voir exactement comment ils ont recréé un Washington DC en 3D pour la séquence finale. Pour toutes ces raisons-là, ça méritait totalement d'être nominé aux Oscars. Bon voilà, je vous ai un petit peu saoulé sur tous ces films-là qui pour moi n'ont pas été nommés et qui méritaient vraiment votre attention. Mais maintenant, on va parler des nominés et on va se demander lequel mérite de gagner. Et on va faire nos petits pronostics. Mais avant ça, n'hésitez pas, si vous aimez la vidéo, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça aide vraiment, surtout quand on essaie de se développer sur YouTube. Et surtout, n'hésitez pas à mettre en commentaire quel est le film qui pour vous va gagner l'Oscar. Est-ce que vous pensez qu'il y a un film qui est sorti l'année dernière qui méritait d'être nominé et qui n'est pas dans la sélection ? We will save them together. La planète des singes de Nouveau Royaume, c'est le 4e film de la saga qui porte le même nom, mais cette fois-ci,
il n'est pas réalisé par Matt Reeves qui avait réalisé la première trilogie, mais par Wes Ball qui avait réalisé les films Le Labyrinthe. Ce film a été produit 7 ans après la première trilogie qui elle-même était déjà une vitrine technologique pour le studio Weta Digital. C'est un des studios d'effets spéciaux les plus prestigieux au monde qui est derrière notamment Avatar 1 et 2 et Le Seigneur des Anneaux. Alors certes, c'est déjà le 4e film de la saga et il a plus grand chose à prouver, mais celui-ci a quand même encore réussi à améliorer sa technique, notamment en incorporant des innovations techniques mises au point pour Avatar 2. Pour incarner les personnages, les acteurs ont suivi 6 semaines d'entraînement à l'école des singes pour apprendre à se comporter comme des primates, notamment pour apprendre à marcher avec les béquilles qui servent à simuler les membres antérieurs. Ensuite, grâce à la performance capture, ils ont transposé la performance corporelle de l'acteur sur le corps du singe. Et la première innovation venant d'Avatar, c'est leur système de double caméra monté sur la tête des acteurs qui permet de reconstruire une géométrie animée de leur visage avec leur expression afin de l'incorporer avec précision sur le visage du singe. Mais petite précision, car si la technique est quand même assez magique et qu'elle s'améliore de film en film, il y a toujours un énorme travail des animateurs 3D derrière pour pouvoir vraiment donner vie aux primates de manière crédible, car les morphologies restent quand même assez différentes. On peut aussi parler de la deuxième innovation venue d'Avatar 2, qui est le nouveau système de simulation d'eau, qui permet d'avoir les scènes aquatiques numériques les plus réalistes de l'histoire du cinéma. Et pour permettre aux singes d'être intégrés avec cette eau numérique, ils ont dû créer aussi différents types de poils qui interagissent avec les simulations d'eau. On peut notamment voir ça sur ce plan, c'est un des plans les plus impressionnants que j'ai vu cette année, d'un point de vue hyper réaliste. Malheureusement, même si la technique elle est sensiblement meilleure, artistiquement il est un peu moins abouti avec une mise en scène, une direction artistique un peu moins marquée que celle de Matt Reeves. En tout cas, le film il mérite largement sa nomination aux Oscars et mériterait presque l'Oscar technique pour l'ensemble de la saga. Wicked, c'est le gros succès américain de 2024. Avec la campagne marketing monstrueuse, j'imagine qu'ils ont déployé la même énergie pour les Oscars, donc ça m'étonne pas tant que ça qu'ils soient nominés. Néanmoins, Wicked, c'est près de 2000 plans truqués et un mélange d'effets pratiques et numériques assez intéressant à regarder. Le film a communiqué sur tous les décors qui ont été conçus sur les plateaux pour pouvoir les augmenter ensuite avec des effets spéciaux numériques. Notamment au début du film, il y a un plan où il y a 9 millions de tulipes qui ont été plantées pour filmer ce plan-là. Même si j'ai un peu du mal à comprendre parce que finalement, ils ont un peu remplacé le tout par des effets numériques sur le plan d'après. Les effets spéciaux ont donc servi surtout à augmenter les décors. Une partie de l'intérieur et de l'extérieur de la ville et de l'école ont été aussi recréés sur le plateau. On peut aussi parler des nombreux animaux hyper réalistes recréés en 3D, plus ou moins humanisés en fonction de leurs personnages et de la magie qui les habite. Pour la tête du magicien, une structure de 15 pieds de haut et de 2 tonnes a été créée totalement animable avec 65 panneaux contrôlés indépendamment. Bon, par contre, on sait pas ce qu'ils ont gardé à la fin. Ils disent qu'ils l'ont construite, mais moi j'ai un petit doute pour me dire qu'ils ont remplacé entièrement le visage en 3D comme d'habitude. Mais c'est quand même assez impressionnant de savoir qu'ils l'ont construit et au moins ça a servi comme référence pour faire un bel effet spécial. Néanmoins, la direction artistique de Wicked, saturée et colorée, ne met pas tout le temps en avant la qualité des effets spéciaux numériques, ce qui pourrait peut-être le desservir pour l'occasion. Maintenant, à voir s'il va le gagner. Alien Romulus, c'est un des films que j'attendais le plus cette année. Notamment parce que je suis un grand fan de la saga Alien. J'étais si content de voir Ridley Scott laisser sa place derrière la caméra. Malheureusement, j'étais assez déçu du film parce que je trouve que globalement c'est ce qu'arrive à faire Disney en ce moment à chaque fois qu'ils rachètent quelque chose. C'est juste un remake déguisé pour fidéliser une nouvelle jeunesse et pour pouvoir continuer à capitaliser sur la saga sans prendre trop de risques. Néanmoins, le film il reste vraiment sympathique, c'est un bon divertissement, mais surtout le film est marqué par sa direction artistique directement inspirée par le jeu Alien Isolation et ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un film Alien aussi beau et percutant. L'immersion dans l'univers est incroyable, notamment grâce à tous les décors construits sur le plateau. Et même s'ils ont fait la promo sur le fait qu'il n'y avait pas de fond vert, il y a bien pas mal d'extensions numériques qui sont rajoutées à l'arrière des acteurs. Car lors de la sortie du film, le marketing avait ciblé le fait qu'ils avaient privilégié les effets pratiques durant tout le long du film et qu'il n'y avait quasiment pas d'effets spéciaux numériques. D'ailleurs, j'en avais fait une petite vidéo sur Instagram que je vous mets en description. Bien sûr, cela est totalement faux car il y a 1400 plans VFX qui, bien sûr, ont été mis en valeur grâce à tous les effets pratiques construits sur le plateau. Notamment les xénomorphes qui ont été construits et utilisés pour les gros plans, mais comme vous pouvez le constater en vidéo, ils n'étaient pas suffisants pour donner vie aux créatures. Ils ont donc servi de très bonnes références pour les modèles 3D et leur intégration. On peut aussi parler des facehuggers dont un modèle entièrement fonctionnel a été construit et utilisé dans certaines scènes du film. D'ailleurs, je trouve que ça se voit et ça donne le petit cachet un peu à l'ancienne. Mais là aussi, ils ont souvent été remplacés pour avoir des scènes avec plus de tension.
Petit focus pour les scènes à l'extérieur du vaisseau dans l'espace, qui sont quand même assez impressionnantes, réalisées par ALM et Weta Digital, dont celle du vaisseau qui s'écrase dans la ceinture d'astéroïdes, qui moi m'a laissé vraiment sans voix au cinéma. En tout cas, on pourrait en parler très longtemps de ce film, mais le mélange d'effets pratiques et numériques, il est extrêmement convaincant. Et voilà. So, the story starts. Peter Man avait un gros défi, c'est de faire oublier que son personnage principal était en 3D dans un monde réel. Et très sincèrement, dans la très grande majorité du film, on l'oublie totalement. Mais vu que c'est le personnage principal, chaque plan doit être pensé et préparé minutieusement. Ça a dû être un sacré défi technique, mais en tout cas relevé haut la main avec 1900 plans d'effets spéciaux dont 60 entièrement en 3D. Alors bien sûr, maintenant qui dit singe numérique dit forcément réalisation des effets par Weta Digital, comme la planète des singes. On peut parler des différentes versions du singe qui ont été créées en fonction de son âge, mais aussi des 258 vêtements et 48 coupes de cheveux ultra réalistes à générer en 3D. Ils ont aussi utilisé des photos et des vidéos de Robbie Williams pour que le singe ait une structure osseuse qui lui ressemble, notamment en matchant son regard et en lui donnant des sourcils bien visibles. Une grande partie de la technique ressemble déjà à ce qui a été utilisé pour la planète des singes. Et un petit focus sur ce long plan séquence de la musique rock DJ qui, je pense, a demandé un travail colossal à Weta Digital. Le film a quand même coûté assez cher, c'est-à-dire 110 millions de dollars. C'est le premier méga bid de l'année 2025 avec uniquement 19 millions de dollars de recettes. En tout cas, il mérite ses nominations juste pour le défi technique qu'il réalise. Thy knife chip and shatter. Bon, je vais pas être hyper objectif sur celui-ci parce que Dune partie 2, c'est pour moi mon énorme coup de cœur de l'année. Et de très loin. C'est des effets spéciaux qui servent parfaitement l'histoire, l'univers et la vision du réalisateur. Les 2156 plans VFX dans le film ont compté sur un soin particulier au niveau de la lumière et de la mise en scène, et notamment avec un maximum d'effets pratiques présents sur le plateau, ce qui leur a permis ensuite d'avoir une base solide pour générer des effets spéciaux numériques ultra crédibles. Tout d'abord parce qu'ils ont tourné une partie dans le désert en Jordanie et à Abu Dhabi pour les scènes en extérieur d'Arrakis, ce qui a permis aux acteurs de mieux s'immerger et aux VFX artistes de mieux travailler. Mais ils ont aussi tourné au sein de ce cône couleur sable au lieu des traditionnels fonds verts ou fonds bleus, pour éviter que les reflets de lumière vert et bleu transpirent sur les personnages et les costumes. On retrouve une énorme variété d'effets visuels qui soient ultra créatifs, comme la scène de combat sur la planète Geddy Prime, où pour représenter l'atmosphère austère créée par le soleil noir de la planète, Denis Villeneuve a opté pour une solution technique différente. Ils ont modifié une caméra Alexa pour filmer en infrarouge et couplé à une lumière très austère, ils ont réussi à obtenir cette esthétique totalement monochrome. Et des effets spéciaux plus démonstratifs et impressionnants, comme les cultissimes vers des sables réalisés en CGI et filmés avec une mise en scène astucieuse qui consiste souvent à avoir un référentiel humain dans le plan pour appuyer leur échelle. Voire même la séquence du ver de sable qui a demandé 40 jours de tournage et une plateforme mobile de 27 mètres de long, qui a d'ailleurs été construite à l'extérieur pour pouvoir profiter de la lumière du soleil et pouvoir simuler la lumière du désert, car c'est toujours très compliqué voire impossible de reproduire la lumière du soleil avec de la lumière artificielle. La plateforme étant totalement mobile, ils ont pu l'adapter aux différents plans du film et simuler les mouvements du verre. En tout cas, avoir tout cela directement à la caméra, ça a permis aux équipes des effets visuels d'avoir une incroyable base afin de l'augmenter avec des effets numériques et nous plonger directement dans l'action. J'aime beaucoup cette image de Denis Villeneuve qui montre lui-même comment chevaucher un ver de sable. Et l'avantage de Dune 2 aussi, c'est que Denis Villeneuve, il a conscience que pour réaliser des beaux effets spéciaux et pour avoir un univers tangible, il faut savoir prendre le temps en pré-production et en production pour avoir de la matière en post-production. Enfin bref, Dune 2 c'est une masterclass dans des tonnes de domaines, et notamment celle des effets spéciaux pratiques et numériques. En tout cas, il mérite largement sa place aux Oscars, il n'y a rien à dire sur ça. Bon alors, on y arrive, qui mérite vraiment l'Oscar des effets visuels 2025 ? D'ailleurs, avant que je donne mon avis dessus, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre pronostic sur le gagnant. And the Oscar goes to... En tout cas, j'en suis pas très sûr, et très sincèrement, si on se base uniquement sur de la qualité technique des effets visuels, à ce moment-là, je pense que le Planète des Singes mérite son Oscar. Si on se base plutôt sur la qualité du film et comment les effets spéciaux ont aidé à l'immersion dans l'univers, à ce moment-là, ça devrait être, pour moi, enfin en tout cas c'est mon gagnant à moi, l'Oscar reviendrait à Dune 2. Et je pense que celui qui va gagner l'Oscar, c'est pas ces deux films-là. Mon pronostic pour l'Oscar des meilleurs effets visuels 2025, c'est Wicked.
Alors si je dis ça, c'est parce que Wicked, c'est un monument aux États-Unis. C'est un énorme succès sur le territoire américain, en plus d'être une comédie musicale mythique. Avec tout ça, ils ont fait une énorme campagne marketing et une énorme campagne pour les Oscars, et du coup ça m'étonnerait pas que ça influe pas mal sur la décision du jury. De toute façon, on va vérifier ça très rapidement parce que les Oscars c'est lundi 3 mars dans la nuit, comptez pas sur moi pour les regarder, franchement c'est beaucoup trop long. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu, c'était un long format. En tout cas, moi j'avais besoin de faire ce petit bilan de l'année 2024, ça me tenait vraiment à cœur, donc j'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et à me soutenir si vous voulez. Et moi, je vous dis à très bientôt.